Göring, Himmler et son adjoint Heydrich mettent en place ce qu'ils appellent la solution finale. L'extermination des Juifs d'Europe, organisée à la conférence de Wannsee, près de Berlin, en janvier 1942. C'est pour cela qu'Heydrich est maintenant à Paris, pour ordonner les grandes rafles des Juifs. Le voyage sans retour vers les chambres à gaz d'Auschwitz. La conférence de Wannsee, c'est le crime à l'échelle industrielle. Les Juifs, par milliers, sont entassés dans des fausses douches et gazés. Après la Shoah par balle en Russie, le génocide s'amplifie. En France, les attentats contre l'occupant se multiplient, surtout depuis que les communistes ont rejoint la lutte après l'attaque contre l'Union soviétique. Les attentats contre les Allemands sont suivis d'exécutions d'otages. De Gaulle dispose maintenant d'une petite armée en Afrique qui se bat aux côtés des Britanniques. On les appelle les Français libres. Condamnés par le régime de Vichy, certains se battent depuis le 18 juin 1940. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le général Leclerc, de son vrai nom Philippe de Hautecloque, qui avait pris ce pseudonyme pour protéger sa famille restée en France. Promu général par De Gaulle, il avait bricolé un vague képi avec 2 étoiles récupérées sur un Italien après le combat victorieux de Koufra, en Libye. Ce jour-là, Leclerc avait dit à ses hommes « Jurez de ne déposer les armes que lorsque notre drapeau flottera à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. » Dans ce conflit planétaire, ce qui est appelé l'Axe, l'alliance de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, domine tous les fronts. L'Afrique Corps est aux portes de l'Égypte. La Wehrmacht occupe le tiers de la Russie. La marine impériale japonaise contrôle le Pacifique. Et les sous-marins allemands ravagent l'Atlantique. L'arme la plus dangereuse des Allemands, ce sont bien les U-boats, les sous-marins, qui coulent 4 millions de tonnes de navires alliés dans ces premiers mois de 1942. Une hécatombe de pétroliers, de cargos chargés d'armes et d'avions, en route pour ravitailler l'Angleterre à bout de souffle. Malgré l'entrée de l'Amérique dans le conflit, la guerre semble perdue. Le monde s'enfonce dans l'abîme. Après 2 ans de guerre à l'Est, le front piétine. Au nord, les Allemands encerclent toujours Leningrad. Après 700 jours de siège, les Soviétiques ne faiblissent pas. Au centre, l'objectif, Moscou, est toujours un mirage pour les Allemands. Au sud, la progression vers le pétrole de Bakou s'arrête dans les monts du Caucase. À Stalingrad, les Russes tiennent encore. Contrairement à ce qu'affirme Hitler, les bateaux soviétiques traversent toujours la Volga pour amener des renforts. Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ces îlots de résistance jusqu'au bout pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. L'Union soviétique tout entière travaille, malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, à donner à cette nouvelle armée un énorme matériel. Les usines,
déplacés et remontés aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Les Alliés ouvrent un nouveau front en Afrique du Nord. Un premier pas vers le contrôle de la Méditerranée. Comme en 1917, les soldats américains traversent l'Atlantique. Les Américains et les Anglais sont accueillis à coups de canon par les Français devant Casablanca et Oran. Ils ripostent. L'Afrique du Nord est toujours aux mains du régime de Vichy, collaborateur des Allemands. Les combats sont violents et les dégâts importants chez les vichistes. À Alger, le commandant en chef américain, le général Eisenhower, pragmatique, négocie avec le chef des vichistes, l'amiral Darlan. À 2000 km de là, autour de Stalingrad, les Allemands profitent d'un repos à l'arrière, en attendant de retourner se battre contre les derniers points de résistance russe. À quelques kilomètres de là, les soldats soviétiques se préparent à l'assaut. Leur haine est implacable. Ils sont plus d'1 million. Ils doivent se ruer sur les unités ennemies les plus faibles pour encercler l'armée allemande qui occupe Stalingrad. À 5 heures du matin, 3000 canons et orgues de Staline écrasent les lignes ennemies. Les roquettes tombaient avec la rapidité de la grêle. La terre était secouée comme par un séisme. L'immense armée de Zhukov passe à l'offensive. La 6e armée du général Paulus est prise au piège de Stalingrad. Le régime de Vichy institue le STO, le service du travail obligatoire, et recrute 600 000 ouvriers pour l'Allemagne. Les réfractaires au STO s'enfuient dans les forêts pour renforcer les maquis. Ces groupes de résistants, dont l'hymne est le chant des partisans de Maurice Druon, Joseph Kessel et Anna Marly, chanté par Germaine Sablon. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Les armées de l'ombre se constituent dans tous les pays occupés. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs, à la balle et au couteau, très vite. Oui, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Si nous battus, nous marchons et nous tuons, nous crèvent. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Au même moment, les Alliés remportent une nouvelle victoire. Ils entrent dans Tunis. Loin des victoires de la Blitzkrieg, la guerre éclair, de la bataille de France. Kursk est le vrai tournant de la guerre, parce que Hitler passe sur la défensive. Paranoïaque, il a exigé la présence de sténographes, qu'il note pour l'histoire tout ce qui se dit. Pour lui, l'urgence, c'est d'envoyer les renforts en Sicile, où les Alliés viennent de débarquer.
L'étau se resserre. Les événements se précipitent. Mais il ne peut empêcher la chute de Mussolini, qui entraîne la capitulation et le changement de camp de l'Italie. Hitler envahit l'Italie et n'hésite pas à faire tirer sur ses anciens alliés, qui tentent de résister. Il occupe Rome, où les Juifs sont aussitôt pourchassés. Pour Hitler, il faut avant tout empêcher d'autres débarquements alliés en Italie et surtout en France. C'est la forteresse Europe, dont le symbole est l'incroyable mur de l'Atlantique. Une succession de fortifications, de la Norvège à la frontière espagnole. Rommel est chargé de la défense de cette forteresse Europe. Il dit: nous devons absolument repousser les Anglais et les Américains sur les plages. Après, il sera trop tard. Le premier jour du débarquement sera décisif. Ce sera le jour le plus long. Pour Rommel et les nazis, le crépuscule des dieux commence.